Le Conseil de partenariat sera l'organe compétent pour tout différend sur l'interprétation et l'application de l'accord. Il est composé de représentants de l'Union et du Royaume-Uni. Plusieurs comités et groupes de travail spécialisés sont également créés pour des parties spécifiques de l'accord avec leur propre règlement des différends. L'accord ne prévoit la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne que pour ce qui s'agit de la participation du Royaume-Uni au programme de l'Union européenne. L'accord est signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il va donc s'appliquer uniquement entre les parties signataires. C'est un dispositif à nature intergouvernementale très marquée. D'ailleurs, les pays membres de l'Union eux-mêmes ne sont pas directement parties à l'accord. On peut donc s'attendre à ce que l'Union européenne ait recours avant tout à ses propres agents. Alors, cela ne signifie pas qu'elle ne fera pas appel en support de ses services à des cabinets d'avocats pour certains sujets spécifiques. Et puis, on peut aussi imaginer que des avocats français ou européens seront impliqués de manière cette fois-ci directe dans le processus chaque fois qu'ils auront été désignés arbitres sur la liste qui a été prévue à cet effet. Il s'agit d'abord de déterminer quelle est la place des particuliers et des entreprises dans le contentieux qui pourrait naître de l'application de l'accord. Le principe, c'est que les particuliers et les entreprises sont privés du droit d'invoquer directement l'accord. La règle posée est très claire. Aucune disposition de l'accord ne confère des droits ou ne crée des obligations pour d'autres personnes que les États. De plus, il ne sera pas possible d'invoquer directement l'accord dans les systèmes juridiques internes des parties. Les particuliers ne pourront donc pas saisir les juridictions en cas de non-application de l'accord par l'une des parties. Dans la pratique, on peut néanmoins imaginer que des entreprises ou des individus vont élever des contestations devant leur juridiction nationale. Par exemple, une entreprise ou un citoyen de l'Union pourrait saisir une juridiction du Royaume-Uni en cas de non-respect de ses engagements par le Royaume-Uni lui-même. Si de telles situations se présentent, le risque de divergence d'appréciation est tout à fait réel. Il faut simplement rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne conserve une compétence résiduelle pour trancher toute question d'interprétation du droit de l'Union. Surtout, le Brexit prive les décisions rendues au Royaume-Uni de ce qu'on appelle le passeport judiciaire. Ça signifie que les décisions des juridictions britanniques rendues dans des procédures ayant débuté à compter du 1er janvier 2021 seront exécutées dans l'Union européenne uniquement selon les règles prévues par les instruments internationaux applicables et à défaut par les règles de droit commun. En bref, l'exéquatur, sans pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée de constatation de la force exécutoire. En particulier, les décisions britanniques ne pourront être exécutées qu'à la condition qu'un juge, belge par exemple, leur accorde l'exéquatur après avoir constaté qu'elles ont été régulièrement rendues selon les règles de l'ordre public international. La common law a eu une influence sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union depuis l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne par l'utilisation et l'assimilation, totale ou partielle, de concepts importants tels que the rule of law, la règle du précédent, le legal privilege, l'amicus curiae ou encore le principe de bonne foi, duty of good faith. Le départ des juges britanniques va nécessairement entraîner une baisse de l'influence de la common law dans la jurisprudence de la Cour. L'Irlande va rester le seul État membre de l'Union à conserver un système entièrement de common law. Chypre et Malte ont de leur côté des systèmes hybrides, common law et droit civil. Dans le domaine contractuel, on constatait que de nombreux contrats financiers et commerciaux étaient conclus sous l'égide de la common law, et ce, même pour des entreprises établies dans des États membres de l'Union européenne avec des systèmes de droit civil. Et en général, ces contrats donnaient aussi compétence aux juridictions britanniques, très réputées dans ce domaine. La perte qu'on a déjà évoquée tout à l'heure du passeport judiciaire
va probablement modifier toutes ces pratiques. En outre, si dans le futur, ce sont les juges des différents États de l'Union qui sont chargés d'interpréter ces contrats, on risque de voir apparaître des interprétations de la common law par les tribunaux européens qui seront différentes des interprétations ayant cours sur le territoire du Royaume-Uni. Au sein de l'Union européenne, les avocats disposent de la liberté de circulation, du droit de fournir des services et de s'installer dans un autre État membre de l'Union en vertu des dispositions d'une part des traités et d'autre part de deux directives de 1977 et de 1998. Ces textes permettaient notamment aux avocats britanniques de pouvoir exercer toute activité contentieuse ou de conseil, y compris dans le droit de l'État membre d'accueil et en droit de l'Union européenne. La section 7 du titre 2 de l'accord est consacrée au secteur juridique et plus particulièrement aux avocats. Les articles servant 547 à 550 prévoient le droit pour les avocats de chaque partie de fournir des services dans l'autre partie dans les, entre guillemets, services juridiques désignés. Il s'agit en fait des prestations en droit de la juridiction d'origine et en droit international public à l'exclusion du droit de l'Union européenne. L'article 548 précise que les services juridiques autorisés sont les services de conseil juridique, les services d'arbitrage, de conciliation ou de médiation juridique. L'accord exclut donc les activités de plaidoirie. Même dans le domaine de l'arbitrage, de la conciliation ou de la médiation juridique, il s'agit seulement de la préparation des documents à présenter, de la préparation et de la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur, dans tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du droit. Mais les activités exercées en tant qu'arbitre, conciliateur ou médiateur ne sont pas non plus concernées. Les avocats de chaque partie vont donc devoir se reporter aux possibilités qui peuvent exister dans chaque droit local, c'est-à-dire celui du Royaume-Uni ou celui de l'un des 27 États membres de l'Union européenne. Et à partir de là, ils vont essayer de déterminer s'ils ont un accès aux juridictions du pays concerné. Par exemple, certains États membres prévoient la possibilité pour des avocats d'États tiers d'intervenir lors d'une plaidoirie pour procéder à des observations orales. Ainsi, aux Pays-Bas, le tribunal peut autoriser ces avocats qui sont des avocats étrangers à prendre la parole à n'importe quelle audience en présence d'un avocat inscrit au barreau. De même, en France, dans le cas où la représentation n'est pas obligatoire, devant le tribunal de commerce par exemple, l'avocat étranger peut intervenir comme mandataire s'il est muni d'un pouvoir spécial. S'agissant de la Cour de justice, l'article 19 du statut énonce, lui, très clairement que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. Ça signifie que les avocats britanniques n'ont plus désormais la possibilité de plaider devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, en réalité, on peut imaginer que certains avocats britanniques disposent d'une qualification dans un État membre, ce qui va leur permettre de conserver un droit de plaidoirie. Mais évidemment, ça sera tout à fait résiduel. L'option qui est déjà utilisée par d'autres avocats d'État tiers, de la coopération avec les avocats de l'Union européenne, reste en revanche ouverte et elle peut permettre aux avocats britanniques de participer à la conduite d'un dossier. S'agissant par ailleurs de la juridiction unifiée du brevet, le Royaume-Uni a purement et simplement notifié son retrait de l'accord le 20 juillet 2020. Enfin, l'accord prévoit la compétence du Conseil du partenariat pour toute nouvelle procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes. Celles-ci, dans le futur, ne dépendront donc pas
des instances représentatives de chaque profession, mais d'un organe intergouvernemental.